justement de continuer ces discussions de façon peut-être un peu plus formelle et d'enchaîner avec le clou de ce séminaire médiévalisme en série avec la table ronde regroupant tous nos intervenants. Donc, je rappelle à la table virtuelle Laura Martin-Gomez, Emma Save et William Blanc pour cette table ronde alors qu'on a intitulé Le Moyen-Âge de Tolkien, des romans au petit écran, et qui sera très aimablement modéré par Vincent Ferré. Est-il utile de le présenter par principe? Je vais le faire quand même, ne serait-ce que par politesse, même si je pense que tout le monde le connaît. Vincent Ferré, donc professeur de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de l'œuvre de J.R.R. Tolkien et de Christopher Tolkien, hein, outre de celle de Proust également. Il travaille depuis 2000 à la traduction, à l'édition et à la diffusion des œuvres de Tolkien, notamment chez Christian Bourgois, éditeur. Il a aussi été assistant editor du site officiel du Tolkien Estate. Il a été commissaire de l'exposition Tolkien à la Bibliothèque nationale de France. Il a traduit en français le premier film de Peter Jackson en 2001, outre plusieurs ouvrages de ou sur Tolkien. Bref, on ne pouvait pas se passer de sa présence pour ce séminaire et nous sommes extrêmement ravis, Vincent, que tu aies accepté d'être parmi nous. Je te laisse tout de suite la parole. Merci Justine, merci à Florian et à toi pour cette invitation. Donc on rappellera pour tous les auditeurs que effectivement on travaille in fine sur le rapport au Moyen-Âge à travers, comme le rappelle le titre de ce séminaire, un médiévalisme en série, donc le médiévalisme désignant la réception, la recréation d'une image du Moyen-Âge, et image dont il ne faut pas occulter toute la relativité, voilà, l'ancrage culturel, historique de ces images. On est bien loin d'une naissance du Moyen-Âge. Donc, on en parlera sans doute du rapport au Moyen-Âge, même si c'est le rapport à Tolkien qui nous intéresse le plus, autrement dit, entre le Moyen-Âge, la période de référence, et nous, entre la série Amazon et le Moyen-Âge, il y a ce texte, l'ensemble de textes auxquels la série est censée renvoyer. Donc, vous pouvez poser les questions dans le chat à tout moment. On en a préparé quelques-unes avec Justine et Florian, et je vais les énumérer dans l'ordre, en partant vraiment des questions les plus générales, même si le titre de la discussion tourne autour du Moyen-Âge de Tolkien, des romans au petit écran. Et je propose que les trois intervenants prennent librement la parole, sans que je les sollicite individuellement. Mais la question très générale qu'on peut commencer par poser avec Justine et Florian, c'est de savoir ce qu'il reste de la création de Tolkien dans la série Les Anneaux de pouvoir. Donc, je pose une question très générale pour commencer et après, j'aurai des précisions à apporter. Mais selon vous trois, que reste-t-il de la création de Tolkien dans la série Les Anneaux de pouvoir? Ne vous faites pas trop de politesse, hein. Emma, Laura, William. Non, mais je vais bien commencer, il n'y a pas de problème. Allez, Je vais être ouvrez-vous. je vais peut-être être un petit peu polémique entre guillemets parce que je pense qu'il y a plus que ce qu'on pense habituellement parce que même si ils disent que encore une fois ils disent oui bon on sait pas même si contractuellement ils peuvent pas trop s'inspirer de beaucoup de textes de Tolkien et tout parce que voilà pour des questions de droit et tout, je pense qu'ils sont quand même allés puiser mine de rien ou en tout cas, il y a des choses dans la série qui font quand même pas mal écho à des réflexions de Tolkien, notamment dans ses lettres. Et même si, alors après, Vincent, tu sais sans doute mieux que moi comment ça se passe, quoi, mais même si je pense que, tu vois, dans ce genre d'entreprise, parce que c'est pareil, ça, on a, comment, euh, Laura en a parlé, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, je crois que c'est 1 milliard en fait hein, le budget hein, de la série. Hein. Donc je crois que c'est 1 milliard de dollars, ce qui fait que c'est la série la plus chère de l'histoire pour l'instant. Je pense que dans ce type d'entreprise, c'est tellement vaste que le travail est découpé de telle manière que, en gros, les concept artistes ou les scénaristes ils ont dû recevoir des fiches, c'est des fiches de synthèse, quoi. Donc, mais les fiches de synthèse, ils vont leur dire attention, tu vois.
mais je pense que tu vois, ils ont dû aussi poser, ils ont dû avoir des référents à qui poser des questions et tout sur tel aspect du légendarium et tout. Et puis voilà, mais en même temps, tu vois, c'est ce qui fait qu'ils ont dû intégrer des trucs mine de rien. Mais c'est pas c'est pas aussi structuré à mon avis que ce qu'il y a pu y avoir la première trilogie de Peter Jackson. Où en fait, voilà, moi là, je pense que mais il y a quand même, en fin de compte, il y a des trucs, mais après, oui, il y a plein de libertés qui sont prises parce que, bon, enfin, concrètement, leur but, c'est pas de refaire voilà, quoi, c'est pas de refaire c'est pas de coller au texte, hein, très nettement. Merci. Emma, Laura, quel est votre point de vue sur cette question? Du coup, si je peux intervenir, moi j'ai l'impression qu'il y a cette volonté, oui, de vraiment lier deux époques, comme ça, essayer de faire la jointure entre guillemets entre deux époques, me parler déjà de l'affaiblissement des elfes, etc. Comme je disais plus haut, c'est un motif qui est vraiment utilisé chez Tolkien, donc c'est quelque chose qui est évoqué dans la série. Il y a cette inquiétude par le roi de voir ce royaume, donc c'est fait par la figure, par exemple, de la feuille dorée qui tombe et qui, quand on la retourne, ses nervures sont sombres, etc. Il y a aussi, je pense, cette question aussi de l'ambition. C'est quelque chose chez Tolkien, déjà le personnage de Galadriel était assez imprégné de ça, dans les textes, on voit que Galadriel, quand elle quitte les terres sacrées, etc., ne peut pas revenir dans les terres immortelles avant, du coup, d'avoir refusé l'anneau, parce que déjà, il y a cette ambition de vouloir fonder un royaume, etc., qui lui est reprochée. Et j'ai l'impression qu'il y a toute cette question de l'ambition, c'était déjà dit par l'ambition de Numénor, etc. Le fait d'avoir un peuple ambitieux et tout, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas mal repris, au-delà forcément des personnages comme Galadriel, Elrond, que du coup nous retrouvons. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de s'inscrire, de donner du coup une sorte de passé comme ça, qui s'inscrit dans une sorte de vouloir faire continuité. Donc, en fait, dans les récits, tout en proposant quelque chose de nouveau, parce que c'était étonnant, entre guillemets, de donner à Galadriel ce rôle-là, finalement, un rôle très guerrier, etc. Pour le coup, c'est quelque chose qui n'était pas chez Tolkien. Hein. On n'avait pas une Galadriel vraiment en armes, etc., en armure. Mais voilà, je pense qu'il y a... D'accord. Voilà. D'accord. Laura, quelque chose à ajouter? Je pense qu'effectivement, esthétiquement, il y a certains éléments qui sont bien, comment dire, qui, à mon avis, rendent bien hommage à l'imagination de Tolkien pour certaines choses. Alors, j'ai plus en tête que certaines images, mais en regardant la série, vraiment, il y a des passages où je me suis dit, bah, là, ça représente quelque chose qui visuellement ou qui esthétiquement m'évoque Tolkien. Et en revanche, il y a vraiment quelque chose qui, moi, m'a marqué comme étant, comme, à mon sens, vraiment l'antithèse de Tolkien, c'est le travail sur la cohérence. On sait très bien que Tolkien a passé des heures et des heures à travailler sur les phases de la Lune et à quel point ça correspondait au déplacement de ces personnages. Là, on a quand même une scène de bataille où les Numénoriens arrivent de l'ouest nécessairement avec le soleil levant derrière eux. Enfin, il y a quand même un problème. Voilà. Il y a une autre scène où quand le personnage de l'étranger dit qu'ils vont aller vers l'est, là où les étoiles sont étranges. Enfin, les étoiles ne changent pas quand on va vers l'est, quoi. Donc c'est vraiment à mon sens, ça c'est là où il y a une problématique la plus importante par rapport à l'inspiration de Tolkien, c'est-à-dire qu'ils ont inventé, ils ont créé des choses. Ça fait partie entre guillemets du deal, mais c'est là où à mon sens il respecte le moins Tolkien quelque part, c'est en produisant une série qui en voulant faire du spectaculaire par moment ou en voulant faire je sais pas ce qu'il faut le faire par moment, ils en oublient une cohérence scénaristique et une cohérence vraiment, ce qui fait la puissance d'immersion en fait de la Terre du Milieu chez Tolkien. Là, c'était la question de relance que j'avais prévue. Dans un entretien à Télérama avec Pierre Langlais, le responsable des effets spéciaux, se félicitait du fait qu'il y ait eu 1500 artistes à avoir travaillé non-stop, je cite, pendant plus de 3 ans, sur 6500 effets spéciaux de la seule saison 1. Alors, il donne quelques exemples. Il explique que dans telle scène, qui doit être la scène avec les 2 arbres, ils ont survolé la Nouvelle-Zélande en hélicoptère pendant des semaines, pris des milliers de photos, ils ont scanné les détails qui ont été placés dans cette image.
Il évoque la scène de bataille où on voit Finrod se battre, hein, et il explique que les boules de feu sont réelles, l'eau aussi, tout a été tourné en 2 nuits complètes de travail sous la pluie. Et en fait, la question que je me pose, il y a celle de la cohérence, mais il y a surtout celle de la vraisemblance, c'est-à-dire de l'immersion dans la fiction. Quand on nous dit, par exemple, que les muscles, les poils du troll, chaque détail est censé rendre sa présence plus crédible, est-ce que les uns les autres, vous trouvez qu'on y croit? Est-ce que vous trouvez qu'on se dit comme lors de l'ouverture des films de Peter Jackson, avec la découverte du monde des Hobbits, avec ce décor dans lequel de la pelouse avait été semée 1 an plus tôt pour que ça soit de la vraie pelouse et pas des effets spéciaux, est-ce que vous trouvez qu'on a une impression d'immersion et de cohérence et de vraisemblance dans le cas de la série d'Amazon qui rappelle, je ne dis pas son équivalent, mais rappelle les 2 qualités principales du conte de fées selon Tolkien et qu'il a essayé d'appliquer à sa propre œuvre? Moi, je dirais quand même que globalement, oui, même s'il y a des limites à ça. Mais il me semble, ça fait partie des choses que j'ai vues en interview ou que j'ai lues sur un forum, je ne sais plus, des commentaires sur le fait que les créateurs de la série voulaient éviter vraiment les critiques les plus importantes qui avaient été apportées au Hobbit, à la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, qui était qu'il y avait vraiment eu trop d'effets spéciaux. Et donc, ça rejoint cette idée de vouloir faire une vraisemblance en créant des décors, en créant voilà, des personnages. Donc, ils ont quand même, entre guillemets, je pense qu'ils ont voulu tenter quelque chose qui se rapprochait du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais je trouve que c'est pas forcément toujours réussi. Je pense que c'est réussi par moment, mais pas toujours. Je rejoins complètement ça, notamment sur l'idée du grandiose constant, en fait, le fait d'avoir vraiment du gigantisme constant dans les architectures, etc. Je pense que pour le coup, ce n'est pas vecteur vraiment de proximité, en fait. Mais toutefois, bon, c'est pas forcément aussi un défaut, hein. On peut vouloir aussi une fantaisie complètement grandiose, etc. Ça peut être un style à part entière. Et je pense que ce qui est important aussi, au niveau de l'esthétique, enfin, du moins du rendu de l'image, c'est le fait du choix en fait, de Peter Jackson d'avoir utilisé l'argentique et de pouvoir avoir un rendu, un certain grain, en fait, un peu poussiéreux, qui du coup donnait une sorte de léger défaut en fait, dans l'image. Quelque chose qu'il a complètement gommé avec The Hobbit, avec l'utilisation de high frames. Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité avec Avatar 2 qui est sorti, qui utilise du coup la même technologie, c'est-à-dire de multiplier en fait l'image à l'écran pour avoir des mouvements moins saccadés, etc., une certaine fluidité. Dans The Hobbit, c'était reproché, parce que certains reprochaient cette esthétique un peu empâtée, un peu très presque dessin animé en fait, de l'image, etc., qui s'éloignait avec l'effet poussiéreux chez Le Seigneur des Anneaux. Et je dirais que du coup, il y a vraiment tout un, on va dire, tout un enjeu sur le matériel même de la caméra qui est utilisé dans la série, etc. Certains plans, pour le coup, sont assez, comment dire, sont assez réels. Par exemple, le moment où le frère du coup de Galadriel s'éloigne d'elle pour revenir vers la cité, comme je disais tout à l'heure, l'arbre éblouit en fait la caméra tellement que le frère est presque dans l'obscurité, puisqu'il y a vraiment autant l'arbre est vraiment merveilleux, etc. Et c'est vrai que c'est très exagéré la lumière de l'arbre, quoi. C'est un soleil qui serait posé dans la plaine, etc. Mais autant le fait que le frère du coup disparaisse, ils auraient pu avoir la facilité et essayer de faire 2 plans comme ça où il y aurait une lumière très vive et un frère toujours apparent. Là, non, on a quand même une sorte d'éblouissement en fait qui est fait. Et je trouve que la vraisemblance aussi n'est pas, par contre, dans l'écriture des personnages et leur dialogue. C'est-à-dire qu'il y a tout un dialogue avec Galadriel et la reine de Numénor qui n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que Galadriel lui dit quelque chose, la reine répond non, puis oui, puis non, puis oui. Il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs, mais la reine change d'avis, par exemple. Enfin, il y a plein de moments d'écriture comme ça où on voit qu'on essaie de faire durer, on essaie de mettre de la tension, on essaie de mettre des problématiques comme ça, mais elles ne sont pas débloquées par des éléments particuliers, c'est juste l'histoire continue, etc. Et du coup, la psychologie des personnages est très difficilement approchable. Je trouve qu'elle ne fait pas réelle, du coup. D'accord, donc ça c'est un aspect vraiment important.
Bon, moi, j'avais pris des exemples du troll, des arbres, etc. J'ai laissé de côté mon exemple préféré, qui est celui du monstre marin, dont je m'attendais à ce qu'il soit vraiment un des climax de l'épisode 1 ou de l'épisode 2, je ne sais plus. En fait, on le voit quelques instants à l'image, et quand on le voit à l'image, on comprend pourquoi les réalisateurs n'ont pas insisté. C'est que d'un seul coup, on bascule complètement dans Ed Wood et dans un film de série Z, ça manque complètement de la moindre crédibilité, mais celui-là, je laisse de côté. En termes de crédibilité, de vraisemblance, il y a un autre aspect qui est extrêmement important chez Tolkien, c'est la structuration, le rythme du récit. Vous le savez, lors de l'éclatement de la fraternité, de la communauté, se produit un système narratif où les chapitres sont entrelacés. On suit un personnage, puis on suit un autre personnage. La série Amazon mime un petit peu ce procédé en alternant les mondes, les hobbits, les nains, les elfes, Numénor. Est-ce que, au-delà de la recherche évidente qui vise à contenter tous les publics, on en reparlera tout à l'heure des publics visés, est-ce que vous trouvez que d'un point de vue narratif, d'un point de vue rythmique, pardon, est-ce que vous trouvez que c'est convaincant, que le montage fonctionne bien, que les différents aspects du monde rendu se font écho de manière harmonieuse? J'aimerais avoir votre avis sur la question. Moi, juste un truc, parce que je n'avais pas eu le temps de répondre là, sur l'aspect précédent, en fait. Hein. Donc, moi, sur l'accumulation des effets spéciaux, en fait, hein, juste, il y a deux choses, en fait. Hein, c'est deux aspects, en fait, hein, qui me semblent importants de noter. Euh, déjà, moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est marrant quand même, hein, parce que on est, ouais, c'était il y a un film qui est sorti il y a un siècle, en fait, hein, c'est Romain des Bois de Fairbanks. Et déjà, enfin, qui était produit par Fairbanks, hein, donc qui était une super production. Et déjà à l'époque, en fait, ils accumulaient des trucs genre, nous avons rassemblé 100 000 tonnes de je sais pas quoi pour construire un faux château et tout. Donc voilà, le discours, ce que j'ai là par là, c'est que le discours d'Amazon, il n'est pas, enfin, le discours de cette série, elle n'est pas nouvelle, en fait. Hein, c'est vraiment un truc, hein, c'est bon. Euh, Ça, c'est quand même assez marrant, en fait, de voir ça, en fait, cette espèce de fascination pour l'accumulation comme ça de chiffres qui est censé Alors, c'est l'approche impressionner. capitaliste, hein, c'est sous-jacent. Ouais, ou alors enfin, oui, je pense que puis c'est une approche enfin, c'est très ancien à Hollywood en tout cas, hein, vraiment, voilà. Donc, et puis après, voilà, ça va toucher d'autres industries cinématographiques dans d'autres pays. Mais voilà, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense que il faut pas oublier que le Seigneur des enfin, la première trilogie, et ça, moi, enfin, je l'ai répété plusieurs fois. En effet, alors je ne savais pas, c'est vrai que cette histoire d'argentique, j'étais pas, donc merci beaucoup, donc Emma, parce que je ne savais pas cette différence-là, mais sur l'argentique et tout, mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de plans qui sont filmés en décor naturel. Et qui sont filmés en écran large et qui sont faits pour une salle de cinéma. Et la, et ça vient du western en fait, hein, vraiment. Vraiment, je pense il s'est inspiré notamment de Ford et tout, où le but c'est de créer un dépaysement en fait, voilà, d'amener un public vers un ailleurs. En fait. Alors voilà, là c'est plus l'ailleurs, l'Ouest, c'est plus l'Ouest en fait ancien, c'est un monde merveilleux carrément quoi. Et ce qui fait que ça, évidemment, ça fonctionne pas quand vous utilisez, parce que même ils ont un peu freiné sur les effets spéciaux ou sur le numérique, ils en ont mis quand même beaucoup. Dans la série d'Amazon, et surtout c'est une série faite pour la télévision, pour le petit écran. Donc ça fonctionne pas en fait ça. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que ça peut moins fonctionner quoi, en fait. Hein. On n'est pas pris. Euh, c'est comme si on faisait la comparaison. Voilà, par exemple, enfin, Dune, le film de Villeneuve, il marche quoi, en fait, hein, parce que c'est un film, c'est fait pour le cinéma, donc on est comme ça quoi. Donc là, dans la série Amazon, on est moins transporté parce que c'est une série sur un petit écran quoi, en fait. Hein. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des grands écrans. Moi non, moi j'ai toujours des petits écrans, donc voilà, donc c'est mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi ça, c'est un des problèmes, c'est qu'en fait, le cœur du cinéma comme ça, épique, de fantasy, le western, tout ça et tout, c'est la création, à mon avis, hein, ça là-dessus, encore une fois, c'est des travaux qui sont en cours, des réflexions qui sont en cours, mais c'est de créer du sublime, quoi. C'est de créer un émerveillement ou une stupeur, quoi. Et ça ne fonctionne réellement
hein, que dans des décors, à mon avis, naturels sur du grand écran, quoi. En tout cas, ça ne peut fonctionner qu'à fond. Et au-delà, moi, je parle le scénario, moi, je passe, hein, parce que c'est des trucs, moi, je suis pas du tout. Moi, j'ai aucune compétence scénaristique, donc c'est pas voilà quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, là, la, ces genres-là, ils ont été créés en partie pour ça, quoi, pour créer de l'émerveillement, de la stupeur, de la stupéfaction. Et ça fonctionne pas quand on le fait toutes les 5 minutes, et puis quand on le fait avec des effets spéciaux sur un petit écran, quoi. En tout cas, ça fonctionne moins. Alors, on va revenir à la question du rythme après et passer Ouais. tout de suite la parole à Emma et Laura sur la question que j'avais prévue, c'est-à-dire effectivement, et c'est une question qui est arrivée dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à choisir le petit écran, parce que c'est pensé pour une consommation sur ordinateur, même si rien n'empêche de brancher un moniteur plus grand, etc., alors qu'en même temps, le spectacle se fait en référence au film de Peter Jackson. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est la mise en scène très glamour autour des premières qui ont eu lieu dans des cinémas, bien sûr, avec la projection de 2 épisodes pour recréer la longueur d'un long métrage. J'aimerais l'avis d'Emma et Laura, comme vient de l'exprimer William à l'instant, sur ce peut-être paradoxe entre petit écran, grand écran. Et du coup, je peux me permettre sur la question. Il y a une véritable révolution en fait, du média du cinéma depuis quelques années, notamment avec Marvel, qui en fait rend le cinéma à échelle de série. C'est-à-dire que les Marvel, par exemple, quand ils sortent au cinéma, ne sont pas prévus comme étant des films en soi, mais comme des films qui s'inscrivent dans une série de films. C'est-à-dire que même là, les derniers Avengers, par exemple, peuvent être vus comme ça, mais il faut avoir quand même vu les autres, quand même suivre les personnages, etc. Il y a une sorte de fidélisation qui se fait. Le dernier Avatar s'inscrit totalement en fait dans cette révolution, on va dire, évolution du média du cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait eu Avatar 1 qui fonctionnait par lui-même, et maintenant, du coup, Cameron qui sort le 2, le 3 est déjà tourné et déjà prêt à être sorti, le 4 est déjà en cours de production, et il va y avoir, je crois, un 5e film qui va sortir également, et Cameron explique vraiment que, par exemple, ce 2e opus va s'inscrire dans une série et que l'histoire, en fait, s'inscrit dans une série. Donc, je pense qu'il y a vraiment déjà aussi le fait que les plateformes comme Netflix, Amazon, etc. mettent le grappin, en fait, sur ce genre on va dire de production, en fait, comme par exemple La Terre du Milieu. Je pense que c'est une sorte d'hégémonie aussi et d'emprise en fait sur les médias. Et c'est vrai que la question se pose du coup sur l'avenir du cinéma, tout simplement. Est-ce que du coup il va y avoir des investissements qui vont être faits toujours dans le spectacle du cinéma? Et c'était la grande question au moment du Covid. Pour par exemple Mulan, par exemple, qui était prévu que pour les plateformes, ou même les Trolls aussi, les Trolls 2, je crois que c'est celui-là, l'opus, qui est un film qui n'est pas sorti au cinéma, par exemple. Et du coup, il y a vraiment cette question voilà, de l'évolution. Est-ce que les plateformes vont toujours continuer à vraiment investir dans le cinéma, ou est-ce qu'elles vont se réduire du coup au petit écran et avoir du coup leur mainmise avec leurs salles privatisées sur Internet, etc. Je pense que ça rejoint un peu cette problématique aussi. D'accord, merci. Laura, quelque chose à ajouter à cet égard? Alors, je maîtrise assez peu les productions cinématographiques et sérielles, même si j'en regarde en tant que consommatrice. Mais moi, il m'a semblé, en tout cas, en regardant Les Anneaux de pouvoir, qu'effectivement, il y avait une volonté, en tout cas, une espèce de tendre vers le cinéma. En tout cas, je trouvais dans la photographie, dans les plans utilisés, etc. Je trouvais qu'il y avait vraiment c'est un peu, on parlait tout à l'heure du gigantisme, du grandiose. Il y a un peu de ça, en fait, j'ai trouvé dans la série, par moment, pas toujours, mais par moment quand même. Après, est-ce que ça marche ou pas? J'imagine qu'effectivement, ça dépend de je pense que la taille de l'écran avec lequel on regarde la série influe beaucoup. Mais il se trouve que chez moi, on a un écran assez grand qui permet vraiment d'être voilà, plongé dans ce qu'on est en train de regarder. Maintenant, au niveau du choix du support, je pense que Amazon a voulu tabler sur une nouvelle, comment dire, un nouveau format de La Terre du Milieu, en fait, puisque La Terre du Milieu n'avait encore jamais été une série, finalement, et que peut-être simplement l'effet nouveauté pouvait permettre d'attirer un nouveau public ou de convertir de nouvelles personnes à l'œuvre, etc. Enfin, la fiction de La Terre du Milieu dans la version transmédiatique. D'accord, merci. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut revenir à la question précédente sur la question de savoir si, au-delà de la transposition visuelle,
d'un univers, de savoir si le rythme narratif même qui caractérise l'écriture de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux trouve un écho dans la construction des épisodes, dans la manière de privilégier un peuple ou un autre peuple. Est-ce que vous trouvez que c'est réussi en termes de rythme, en termes d'effets de surprise, en termes de mise en place? On a beaucoup parlé, les spectateurs ont beaucoup commenté au début la lenteur de la mise en place, ont beaucoup commenté le fait qu'on ne voit pas d'anneau et on ne voit pas Sauron avant le dernier épisode. Quelle est votre impression globale en termes d'effets produits par le rythme de la série? La parole est à qui veut. Si je peux commencer, moi il me semble que les showrunners ont fait tout un... Enfin, dans leurs interviews, ils disent bien que les fans ont été déçus par le rythme, ont trouvé que c'était trop lent, etc. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu sur les forums en fait. Alors je sais pas, j'imagine que des gens ont dû commenter sur cet aspect-là, mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. En revanche, il y avait plein d'autres problématiques de rythme qui étaient proposées. Je pense qu'effectivement le passage d'un arc narratif à un autre n'était pas forcément bien traité toujours. Alors, on comprend l'imitation, entre guillemets, du système, du principe qu'a utilisé Tolkien, ou, comme disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, dans Game of Thrones, où effectivement, on retrouve, dans les ouvrages de Martin, on retrouve cet aspect-là, où chaque chapitre suit un personnage différent. Moi, il me semble que, et c'est ce qu'ils disent aussi dans les interviews, les showrunners ont voulu présenter la Terre du Milieu et présenter les différentes parties de la Terre du Milieu, en fait, nous replonger dans la Terre du Milieu sur toute la première saison. Et en voulant faire ça, à mon sens, ils en ont fait trop, c'est-à-dire qu'ils ont présenté plein de personnages, plein d'arcs narratifs dans des lieux différents, et ça fait vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de personnages auxquels s'attacher, etc. Et on peut se retrouver par moments, par exemple, avec un épisode entier, je crois, où finalement, il n'y a pas les nains. Donc, on nous les présente à l'épisode d'avant, l'épisode d'après, ils ne sont plus là, et on doit attendre encore une semaine pour l'épisode d'après pour les retrouver. Donc, à mon sens, il y a un effet de... alors, j'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit, c'est crammed, il y a trop. Et ils ont voulu tout condenser en même temps, et à mon sens, ça n'a pas très bien fonctionné sur la plupart de ces éléments-là. Même si je comprends le raisonnement qu'ils ont dû avoir, mais à mon sens, ça ne fonctionne pas très bien. Et est-ce que ça n'a pas à voir, je complète un peu la question précédente, avec le désir d'Amazon de proposer une série tout public? Alors que chez Tolkien, il y a vraiment une distinction relativement nette entre le Hobbit, qui est pour les enfants, comme Referendum, comme les Lettres du Père Noël, et puis le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, qui sont pensés comme des textes pour les adultes, même pour les jeunes adultes, dans le cas de son fils Christopher, à qui il envoyait le Seigneur des Anneaux par épisode, mais quand même adulte. Et là, par opposition, le choix qu'a fait Amazon d'une série tout public, où il faut parler à tous les spectateurs pour bien segmenter le marché, conquérir des parts de marché de tous les âges, de toutes les couleurs, comme dans Star Wars, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est réussi, ce mélange de tons, de registres, avec les pieds velus qui sont vraiment mignards, les orques qui sont vraiment des créatures qui font peur, comme dans les films de Jackson? Quel est votre jugement en termes d'effets esthétiques? Si je peux intervenir là-dessus, je pense que déjà, il y a des différences de rythme en fait au sein même des arcs narratifs, c'est-à-dire que par exemple les pieds velus, ils ont une problématique assez minime en fait qui va durer tout le long de la saison, et puis après on voit que le supposé Gandalf du coup a une importance qui d'un coup se révèle avec ces mages-là qui arrivent et qui se demandent si c'est pas Sauron, etc. Mais finalement ces mages-là, on les a pas tellement présentés, c'est plus la question du spectateur que vraiment la question que pose la série. Et du coup, c'est le temps, par exemple, des pieds velus très étirés, comme ça, où juste leur problématique, c'est marcher et avoir du coup un grand monsieur qui les suit. Du coup, il y a un problème de rythme avec, par exemple, Galadriel qui voyage un peu partout, qui tombe dans l'eau, qui va chez le numéro 1, qui en fait était à Valinor et machin, etc. Et je trouve qu'il y a pas mal de ce problème de rythme, et surtout, ce qui, je trouve, me frappe, c'est le fait que les histoires ne soient absolument pas liées. C'est-à-dire qu'à part le moment où les Numénoréens, du coup, arrivent
auprès d'Arrondir et ce qui sera du coup la terre de la Moria. D'ailleurs, ils arrivent là-bas, il n'y a pas vraiment d'explication. Du coup, ils arrivent à point nommé. Du coup, les Numénoréens débarquent comme ça à cheval et arrivent dans une plaine. Alors, on ne sait pas pourquoi ils sont là spécifiquement. Ils vont en renfort, mais il n'y a pas eu d'appel qui a été passé de la part d'Arrondir ni personne. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, je trouve que du coup, la version de Jackson était très accessible pour le coup parce que je trouve qu'elle parle à tout le monde parce que oui, il y a de grandes dynamiques en fait qui traversent le récit, mais chaque personnage a sa psychologie et peut se développer comme ça. Je pense notamment au passage où Sam, à ce moment où il parle avec Frodon, ils sont du coup à Osgiliath, et ils se demandent du coup quelles sont ces grandes histoires qu'on nous raconte, etc. Que feront les héros en fait quand ils seront mis au pied du mur, où ils auront tel ou tel choix à avoir, etc. On peut se permettre ça, on peut se permettre ce genre de petit dialogue en fait qui humanise énormément les personnages parce que les grandes dynamiques sont posées et les grandes dynamiques sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que qu'on soit à Minas Tirith, qu'on soit dans la comté, qu'on soit chez les elfes, etc., il y a le mal qui sévit, qui peut sévir à n'importe quelle échelle, que ce soit des légions entières d'orques qui arrivent, etc., comme le montre Peter Jackson, ou même le mal insinué par l'anneau. Pour autant, voilà, tout le monde est soumis du coup à cette grande problématique. Et là, je trouve que dans la série, pas du tout, en fait, parce que Galadriel est la seule à se poser la question sur le mal qui arrive. Les Numénoréens ont leur propre problématique avec la reine qui a eu ce rêve, etc. Et je trouve qu'il y a un moment qui aurait pu lier l'ensemble, c'est la météorite, parce qu'on a ce moment où les personnages sont ancrés et voient une météorite arriver, et on se dit que c'est quelque chose, un phénomène, pour le coup, qui pourrait lier tous les destins de tout le monde. Tout le monde pourrait l'aborder d'une différente manière. Les pieds velus tentent un peu, voilà, parce que c'est eux qui vont être confrontés à ça. Les elfes n'en reparleront pas vraiment. Même Galadriel, qui est sur le bateau à ce moment-là, pourrait voir la météorite et se dire je saute parce que je vois un phénomène qui va valider en fait mes théories sur le retour du mal en Terre du Milieu. Par exemple, ça aurait été fait un effort pour vraiment ancrer la psychologie des personnages dans une grande dynamique qui permettrait de l'exploiter, mais malheureusement, il n'y a pas de lien vraiment concret entre les personnages. Merci pour ces réactions. Sauf si William veut ajouter quelque chose, je voulais rebondir sur les multiples références à Peter Jackson. Parmi les intermédiaires entre le texte de Tolkien et la série, on a parlé un petit peu de Ralph Bakshi, mais la référence la plus évidente, c'est la trilogie cinématographique de Jackson. On a évoqué toute une série de points de contact. Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est non seulement le choix de Shore pour composer le thème du générique, les plans sur les visages de Galadriel, qui rappellent Cate Blanchett, bien sûr, Numénor, qui évoque la Minas Tirith de Peter Jackson. Je parlais du visage de Blanchett, mais on peut aussi parler du visage de Nori, la jeune hobbit, qui est vraiment une version à peine colorisée dans une autre couleur. Elle a les yeux verts, si ma mémoire est bonne, du visage d'Elijah Wood. Est-ce que cette multiplication de points de contact qui font que lorsqu'on voit la série, on pense à Jackson, est-ce que d'après vous, ça sert à démultiplier l'effet de la série, au-delà de l'effet de connivence et du fanservice, ou est-ce que ça dessert parce que ça nous invite à faire une comparaison assez systématique? Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, il y a un truc en fait. Moi, là-dessus, moi, je suis pas un bon critique là de série. En fait, moi, même, je suis pas un bon critique tout court, quoi. Donc, moi, je suis pas. Moi, ce qui est frappant dans ces productions, parce que juste, je viens d'une. Je vais faire une remarque plus large. Je viens d'une génération quand même, parce que je fais partie sans doute des patriarches de la présente assemblée avec Vincent. Mais voilà, nous sommes, voilà, sauf ton respect, Vincent. Là, on a Mais quand même 2750 ans, puisqu'on est né à peu près à la même époque. tout à fait, sur les hautes terres d'Écosse. Donc, non, non, mais on vient d'une génération où, quand on était geek, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de cinéma. Bon, en termes de bouquins, ça allait encore, quoi, mais en termes même de BD, des choses comme ça, quoi. Mais en termes de cinéma, il y a encore moins de séries, quoi, en fait, hein. C'était un gag, quoi, en fait, hein. Donc, enfin, on avait des séries, mais qu'on aimait bien, mais c'était des séries télévisées, de série B, littéralement, comme Xena ou des choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Euh, et
et là, en fait, on arrive à un moment où la fantasy est un des genres dominants, hein. Pour moi, c'est un des deux genres dominants de la culture pop actuelle, en fait, hein, avec les super-héros, pour des raisons qui sont des raisons, à mon avis, assez liées, en fait, hein, voilà, notamment la fantasy, c'est un besoin de dépaysement vis-à-vis du monde industriel et tout, voilà, besoin d'aller vers un truc naturel, et tout ça. Bon, voilà, donc, hein, dans un monde hyper urbanisé et tout, et hyper connecté. Bon, ça, mais sauf qu'en fait, c'est devenu un tel besoin qu'en l'espace de 10 ans, en fait, hein, bon, en l'espace de 20 ans, mais même en temps plus court, en l'espace de 10 ans, c'est devenu une industrie de masse. C'est devenu une industrie de masse avec, encore une fois, là, vous avez 1 milliard qui est mis sur la table par une des plus grosses boîtes du monde, en fait, hein, donc voilà, par Amazon, pour faire une série de fantasy. Ce qui fait que, donc voilà, donc il y a une espèce, c'est une espèce il y a une espèce de contradiction forte, en fait, hein, d'un côté, la fantasy, parce que Tolkien, quand il crée le Seigneur des Anneaux, c'est pas une boîte qui met 1 milliard de dollars derrière ou de livres sterling. C'est Tolkien qui est un créateur, qui est un type qui crée son monde, quoi, en fait, voilà. Et il le crée pour des besoins. Après, qu'est-ce qui a poussé Tolkien à faire ça? Il y a plein de besoins, il y a plein de, voilà. Mais il veut dire quelque chose à travers ça. Là, en fait, ce qui manque à cette série, sincèrement, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une série qui est là avant tout, même s'il y a des côtés qui sont très réussis, des côtés, moi, qui et là, c'est là, quand vous avez quelqu'un qui écrit pour cette série, il y a, à mon avis, je suis pas, mais je sais qu'il y a enfin, on le sait, à Hollywood, en fait, il y a des producteurs exécutifs, il y a 15 producteurs exécutifs derrière pour dire, réécrire des trucs. Ce qui fait que c'est pour ça que ça, et c'est pareil pour le Hobbit. Quand Peter Jackson fait Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un auteur qui s'empare d'un truc. Alors évidemment, il fait un truc complètement fou, mais c'est un auteur avant tout, quoi, qui a quelque chose à dire, quoi, en fait, qui fait un coup, en fait, qui fait quelque chose de nouveau, quoi. Là, c'est pas la même chose, là, en fait. Avec le Hobbit, c'était déjà plus la même chose voilà, alors qu'ils auraient pu faire un truc d'auteur en fait, hein, mais ils l'ont pas fait. Et puis voilà quoi. Donc j'ai parlé d'ailleurs, moi c'est un truc quand le Hobbit est sorti, moi j'avais dit un truc parce que c'est marrant vu que j'ai fait une référence j'ai parlé de Sergio Leone dans ma présentation. Leone quand il fait la série, la trilogie du dollar en fait, hein, donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et puis Le Bon, la Brutale, Truand. Il a été, après, les Américains, les boîtes de production américaines ont mis de l'argent, lui ont dit voilà, on vous met tant d'argent, on vous met ce que vous voulez, faites-nous des films comme ça, refaites-nous des films comme ça, mais aux États-Unis. Et ben Sergio Leone leur a fait un gros fuck, et puis il était une fois dans l'Ouest, qui était l'anti-trilogie du dollar, quoi, en fait, hein. Et ça, c'est assez connu, en fait, hein. Je sais pas si c'est vrai ou c'est apocryphe, hein, mais a priori, au début de était une fois dans l'Ouest, il y a Bronson qui est face à 3 cow-boys, il tue 3 cow-boys et il voulait que ces 3 cow-boys, ce soit les 3 héros Le Bon, la Brute et le Truand, notamment Clint Eastwood. Donc il voulait tuer Clint Eastwood au début de son prochain film. Et là, c'est ça qui manque en fait. C'est qu'en fait, dans la fantasy, dans toutes ces séries, regardez les séries de fantasy aujourd'hui, il y a La Roue du Temps, The Witcher, Willow, House of a Ouais. Dragon, Rings of Power. Moi, je les ai vus les 5, hein. J'en ai pleuré, voilà. Willow, c'est horrible en fait, hein. Non mais c'est un carnage en fait, c'est une horreur en fait. C'est à vomir en fait un Willow, hein. Et pourtant, ouais, je suis pas On moi rappelle qu'on critique. sera diffusé sur YouTube. On C'est ne pas veut pas que grave, nos m'en amis de fous. Tolkien Deal aient des problèmes. Non, mais voilà, je suis désolé, Alors, c'est mon avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a on est, c'est pas juste, je dis pas ça gratuitement. Je dis ça parce qu'il y a une vraie contradiction dans la fantasy actuellement. C'est que c'est un genre qui est un genre qui s'est créé aussi comme un genre critique, comme un genre même ouais, politique, et que c'est devenu, en fait, c'est pas nouveau, et c'est devenu quelque chose, un objet de consommation de masse. Et là, ça atteint une proportion qui est gigantesque. On parle de dizaines de milliards, peut-être de dollars, en fait. Et donc là, ça pose des questions par rapport à ce qui va être produit, en fait, et le sens de ce qui est donné, quoi, en fait, hein, voilà. Donc voilà. Bon voilà, c'est des réflexions comme ça que je fais pour ouais, dépasser tout à un fait. peu la question juste de la critique de la série, quoi, en fait, hein. Ouais, Mais voilà, parce que moi, je suis pas compétent pour critiquer les choix scénaristiques, voilà. Voilà. Mais je maintiens ce que je dis sur Willow, en fait. ouais, ouais. Emma, Laura, pour vous passer la parole peut-être sur cette question, je vais préciser un peu ma question justement.
Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a vraiment été un tournant culturel, économique aussi dans l'industrie cinématographique avec, si ma mémoire est bonne, 17 Oscars. Est-ce que vous pensez que les particularités marketing économique de la série d'Amazon font de cette série une série médiévaliste qui se distingue des autres, que William et Laura ont rappelé récemment, et que cette série va avoir un impact sur notre représentation de la fantaisie et derrière cela du Moyen-Âge aussi importante que a pu l'avoir la trilogie de Peter Jackson. Donc la question à l'arrière-plan, c'est d'inviter une comparaison avec des séries comme Game of Thrones, son préquel, The Witcher, etc. À mon sens, l'impact sera nécessairement moindre que la série, enfin que la trilogie de Peter Jackson, parce que justement, il y a une saturation du paysage médiatique, à mon sens. Mais là où je trouve que les Anneaux de pouvoir par rapport à toutes les séries qu'on a mentionnées, les séries 2022, on va dire, ça fait court, à peu près, là où la série The Rings of Power, je trouve, se démarque, mais encore une fois, là, je fais l'analyse d'image et je ne suis pas spécialement... Enfin, c'est pas mon point fort, mais on a d'un côté The House of the Dragon, que je n'ai pas regardé, mais j'ai vu des images. Et si je m'en remets à Game of Thrones et The Witcher, des visions de fantasy très sombres. Je crois que Justine Breton en a pas mal parlé, une vision extrêmement sombre. Et à l'opposé, on a, là je pense à des séries donc récentes qu'on a mentionnées aussi, on a The Wheel of Time par exemple et Willow, qui sont une vision fantasy un peu carton-pâte, très colorée, très sans relief en fait. Il y a vraiment une forme sans relief. Et je trouve que les Anneaux de pouvoir se situent finalement un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un peu des deux dans les Anneaux de pouvoir. On a du sombre, on a du coloré, on a parfois du relief, parfois du carton-pâte. Enfin, c'est un peu... Voilà. Et je pense que là-dessus, elle se distingue un peu des autres séries de fantasy. Maintenant, est-ce que ça en fait une série de meilleure qualité? Je ne pense pas, parce qu'il y a d'autres défauts majeurs. Mais ça en fait une série, à mon sens, assez distincte esthétiquement quand même des autres. Je rebondis sur ce qui est dit, notamment sur du coup The House of Dragon, où on voit qu'il y a malgré l'échec entre guillemets d'accueil du coup de la dernière saison de Game of Thrones, qui a fait couler beaucoup d'encre, on voit qu'il y a une sorte de volonté à revenir aux intrigues, je trouve, dans la série et à l'écriture des personnages, même s'il y a beaucoup de faiblesses aussi. Ça a été relevé par plusieurs critiques aussi, des personnages qui Rhaenyra, etc., qui n'ont pas forcément de... Enfin, on ne sait pas pourquoi elles prennent certaines décisions, etc., mais il y a quand même une volonté de se poser sur les intrigues qui avaient fait justement le succès des premières saisons de Game of Thrones. En tout cas, c'est d'un regard très lointain que j'ai, parce que je ne suis pas spécialiste malheureusement de cette série. Et en ce qui concerne, enfin, du coup, au niveau de l'impact, j'ai envie de dire, on verra. Du coup, ce qu'il y aura, si en effet, il n'y a pas de goodies qui ont été sortis, etc., déjà, c'est un pan entier de l'économie qui est coupé. C'est vrai que je n'ai pas vu énormément de reprises sur l'esthétique de cosplay jusqu'ici. Après, c'est très, très tôt. Hein. La série vient de sortir, mais par exemple, on voit qu'il y a des reprises comme la série de Tim Burton, du coup basée sur la famille Addams, qui déjà impacte un peu certaines esthétiques, etc. On voit des youtubeuses qui reprennent un peu l'esthétique, qui se déguisent du coup en Wednesday, etc. Donc, du coup pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réappropriation esthétique, mais voilà, on verra ce que nous dira le temps et surtout les prochaines saisons, hein, puisque, comme on disait, c'est que la première saison. Et je rebondis sur ce que disait William sur le contexte de production et du coup la part artistique du coup et de l'écriture. Du coup, Jackson, on lui avait proposé déjà des productions du Seigneur des Anneaux qu'il avait refusé parce que ces productions-là voulaient complètement couper le récit, c'est-à-dire qu'il y avait des pans entiers du récit qui n'existaient plus dans ce que proposait la production. Et il faut attendre du coup New Line Cinema et du coup pour que Jackson accepte vraiment. New Line Cinema qui a voulu vraiment mettre un budget colossal en disant non, on garde tout du récit, il n'y aura pas de coupure, etc. Et Jackson a pris du coup vraiment part à l'écriture. Et c'est vrai que Jackson, par exemple, est un réalisateur qui était dans tous les aspects du film, c'est-à-dire qu'il était, je sais que pour les décors, il était très très impliqué, tout passait par sa main, il avait même un tampon pour mettre validé par Peter Jackson de lui-même, pour dire ça je valide, même si voilà, c'était proposé par John Go et tout, et je ne sais pas
encore, si c'était le cas vraiment des showrunners. Est-ce que les showrunners, du coup, bien sûr, il y avait cette grande industrie, comme on dit, tous ces artistes qui ont participé aux images 3D, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté de voir tous les aspects, ou est-ce que la production, justement, n'avait pas des checklists à faire et dire, bon, mais ça, on a, check, grandiose, on a la lumière, les costumes, etc. Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, ça pose la question sur la volonté vraiment artistique, en fait. Est-ce que c'est plus... D'ailleurs, le terme showrunner dit tout, je trouve, en fait. On n'est pas sur des réalisateurs, on est sur des gens qui proposent un show, en fait, et qui proposent un spectacle. Du coup, voilà, ça pose des questions sur la place de l'artiste dans tout ça. Ouais. C'est la conclusion vers laquelle vous allez tous les trois, c'est-à-dire l'opposition entre une politique d'auteur, et on rappelle que Tolkien a reçu commande en 1937 de la part de son éditeur, la maison Allen Unwin, d'une suite du Hobbit qui commençait déjà à bien se vendre en 1937, mais qu'il s'est complètement affranchi des règles du marché éditorial existant et de la littérature de jeunesse pour aller, mais en tâtonnant. Quand on regarde les différents brouillons qui ont été édités par Christopher Tolkien dans l'histoire de la Terre du Milieu, dans les 3 volumes et demi d'avant-texte et de brouillons du Seigneur des Anneaux, on voit que Tolkien tâtonne et cherche à se libérer de certains codes qui, pour lui, n'ont pas d'intérêt. Et alors, vous faites référence à Peter Jackson, et c'est vrai qu'on sent le grand réalisateur de Branded, de Créatures Célestes, dans Le Seigneur des Anneaux, par opposition à cette sorte de chaudron, et là j'emploie une image que je dérive de Tolkien, le chaudron de la série qui va mettre un petit peu de référence à Game of Thrones, la série et aussi les livres. Hein. Moi, la comète m'a fait penser à ça. Le combat contre le troll, ça va faire un petit peu jeu vidéo. Hadar qui sent la présence de l'elfe, j'avais noté dans l'épisode 6, c'est vraiment Dark Vador qui sent la présence de la force, et on pourrait multiplier les exemples. L'attaque du village et la défense du village, ça rappelle les 7 mercenaires. On cherche vraiment à offrir du reconnaissable. Il y a même, je pense, des citations de Thanos dans la posture d'Hadar, ou même dans la posture d'Halbrand dans le dernier épisode, qui explique qu'en gros, il faut détruire le monde pour faire renaître le monde. Donc, une sorte de chaudron de melting pot dans cette série. Alors, je regarde l'heure, et le moment va être venu de passer la parole au public, mais est-ce que vous voulez dire un mot pour compléter, pour conclure vos interventions d'aujourd'hui et la table ronde, l'une après l'autre? Ou est-ce qu'on passe la parole maintenant? C'est la parole. Hein. On passe la parole. Rappelle-moi, par contre, Vincent, un truc, c'est que si je me rappelle bien, même dans le découpage du roman, Tolkien, dans le découpage du Seigneur des Anneaux, Tolkien s'est battu contre son éditeur qui voulait le découper, je ne sais plus, soit. Ouais. Alors, il y avait en fait, pour raconter l'histoire brièvement, Tolkien espérait faire paraître le Silmarillion en même temps que le Seigneur des Anneaux. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un Silmarillion en 1937 présentable, et que Tolkien a envoyé à son éditeur quand son éditeur lui a demandé plus d'histoires tirées de ce monde imaginaire. Et il y a eu sans doute un malentendu. Le lecteur a cru que le texte en prose que lui envoyait Tolkien était vraiment un texte médiéval, et il n'y a pas eu de suite donnée à cette proposition-là. Mais Tolkien, à la fin des années 40, quand il termine en gros le premier jet du Seigneur des Anneaux en 49, essaie de faire paraître le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux ensemble, quelque chose d'absolument monstrueux pour un éditeur. Et vous le savez, les tractations ont débouché sur le fait qu'il a fallu couper le Seigneur des Anneaux en 3 parties, en faire une sorte de fausse trilogie, mais pour des raisons de coût. Parce qu'en 54, on était moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore de très nombreux problèmes économiques, et il était inenvisageable de vendre un roman de 1000 pages. C'était beaucoup trop onéreux en termes de fabrication et de chiffre de vente. Et d'ailleurs, il y a un échange qui est resté célèbre entre Sir Stanley Unwin, l'éditeur, et son fils Raynor. Raynor vraiment suppliant son père de publier Le Seigneur des Anneaux, et son père lui disant voilà, est-ce que tu crois que c'est une œuvre de génie? Si oui, on va perdre 1000 livres dans l'affaire. Et Raynor dit oui, c'est une œuvre de génie, allons-y et perdons de l'argent. Donc en fait, ils étaient vraiment dans cette logique-là. Dans une logique aussi assez rare pour un éditeur de publier un livre dans lequel il croit, quitte à perdre énormément d'argent. Donc voilà, bon, on n'aura pas le temps de tout reparcourir. Je voulais juste peut-être inviter à nuancer le crédit qu'on peut accorder à des déclarations d'Amazon. Quand Amazon, je repense à l'intervention de Laura, dit que le scénario a été fait sous le contrôle du Tolkien Estate, je pense que, comme pour beaucoup de choses, ils ont tendance à
à présenter les choses en exagérant. Ils se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas de contradiction avec les textes de Tolkien. Et là, sans polémiquer, j'invite chacun et chacune à comparer, ne serait-ce qu'à travers l'anthologie de textes de Tolkien qui se rapporte au deuxième âge, qui s'appelle The Fall of Numenor, qui est sorti en novembre en Angleterre et qui paraîtra en français. Mais c'est une anthologie de textes tirés du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion, donc on peut déjà se reporter à ces textes-là. Vous avez raison, les showrunners ont multiplié les références à la lettre 131 en disant qu'ils créaient dans l'esprit de Tolkien. Il suffit de se reporter à la lettre 131 pour voir qu'on peut faire dire n'importe quoi à une citation de 3 lignes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va laisser peut-être de côté, mais je voudrais inviter les personnes présentes dans l'assistance à poser leurs questions à nos intervenants, si vous le voulez bien. Ou Justine, Florian, si vous avez vous-même des questions. Je suis en train de reparcourir le chat. Bon, je vois que la Willow se fait découper. Oui, questions de musique. L'équipe de Willow doit avoir les oreilles qui sifflent depuis tout à l'heure. Il y avait une question de Quentin Corroy sur l'utilisation de la musique et la question des thèmes musicaux, notamment la différence entre ce qui est proposé par Peter Jackson et ce qui est proposé dans la série, alors que voilà, on a quand même le rôle de Howard Shore. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, une réponse à apporter sur ces éléments. Ça... Oui. Allez-y, librement. Non, mais là, pour le coup, moi, j'ai pas étudié la musique, enfin, parce qu'il y a eu des thèses, hein, même sur la musique du Seigneur des Anneaux et tout. Donc, je me rappelle plus, mais c'est des thèses en anglais, hein, généralement. Mais là, j'ai pas étudié. C'est vrai que la musique, elle ressort pas, enfin, clairement, elle ressort moins, quoi, en fait, hein. Donc, ça, c'est une évidence. Mais par contre, voilà, moi, je me suis concentré sur les épisodes sur Numénor, en fait, hein, et j'ai remarqué qu'il y a des usages. Après, moi, je suis pas non plus musicologue, hein, donc ça, c'est des trucs. Mais il y a des usages d'instruments orientaux et tout, quoi. Donc, il y a un travail qui est fait là-dessus, mais comme sur plein de séries, en fait, hein. Donc, mais c'est quelque chose qui est pas, qui, à mon avis, qui sort pas. Voilà, il y a quelque chose, ça ressort pas comme ça peut ressortir dans la trilogie de Peter Jackson, en fait, hein. Où il y avait, pour le coup, Howard Shore s'était clairement inspiré, il le disait, hein, il s'était clairement inspiré de Wagner, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, quoi, donc ça, il l'a nettement explicité. Donc, les personnages sont-ils caractérisés par la musique? C'est un peu le sens de la question. Ce qui rejoint la question de savoir si les personnages, les différents peuples sont caractérisés par un usage de l'anglais au-delà des accents qui ont été donnés, mais linguistique, d'un point de vue de la syntaxe, du lexique. Est-ce qu'il y a un travail de typification ou de caractérisation particulière de tel ou tel peuple qui pourrait passer par la musique ou par le langage? Est-ce que Emma, Laura, vous avez envie de réagir là-dessus ou quelqu'un dans l'assistance? Du coup, si je peux réagir sur ce qui concerne le leitmotiv, du coup, c'est ce qu'on disait plus haut, c'est même l'anneau dans Peter Jackson a un thème musical qui lui est propre. C'est la communauté, et en fait, ce ne sont pas tant des personnages ont des leitmotivs. Par exemple, le plus impressionnant, c'est Aragorn, qui du coup s'impose au fur et à mesure dans la série, enfin dans la trilogie, c'est-à-dire qu'à la communauté de l'anneau, il commence à prendre le pas sur la communauté qui remplace petit à petit Gandalf, son thème musical apparaît petit à petit, et puis enfin jusqu'au retour du roi, où vraiment c'est l'explosion de son thème, le thème du retour du roi, de celui qui est tant attendu pour gouverner chacun. Mais comme je disais, il y a des personnages plus abstraits, l'anneau, donc du coup qui est un personnage grâce au leitmotiv, c'est-à-dire que dès qu'il a une influence sur un personnage, son thème apparaît, et ce n'est pas le thème de Sauron, c'est vraiment le thème de l'anneau. Idem pour la communauté, l'ensemble, du coup la communauté a un leitmotiv qui lui est propre, c'est-à-dire que quand on l'a fait intervenir, déjà il y a ce passage quand il quitte Foncombe et qu'on voit ces plans où ils descendent tous un à un une colline, il y a le thème de la communauté, c'est celui qui est repris d'ailleurs par TF1, etc. Quand on doit présenter le Seigneur des Anneaux, quand ils disent on va diffuser le Seigneur des Anneaux, on a toujours ce plan qui revient en boucle parce que voilà, c'est la communauté de l'anneau. Et ce thème ressort aussi quand il s'échappe du coup
du tombeau dans la Moria, quand ils arrivent à défaire le troll et qui s'échappe pour ensuite être cerné. Pareil, c'est ce thème qui revient. Donc du coup, je trouve que ces thèmes-là, je n'ai pas vraiment, pour le coup, j'ai pas encore étudié la musique en profondeur dans la série, mais ce qui m'a semblé, il n'y a pas de thème vraiment récurrent, même sur des objets, etc. Par exemple, la dague un peu maléfique sur laquelle tombe le jeune homme, je ne suis pas sûre qu'elle ait un thème musical, par exemple, alors qu'elle est un outil clé pour déclencher du coup le volcan, etc. Les objets, même les enjeux, etc. J'ai l'impression qu'il y a des thèmes un peu génériques, il y a une ambiance, alors que par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, la comté, il y a une utilisation très spécifique de la flûte, etc., pour rappeler un peu un instrument très paysan, etc., ou un aspect assez féerique aussi finalement, et alors que ce sont plutôt des cuivres qui sont utilisés pour la communauté, etc. Donc on voit qu'au niveau des instruments chez World Shore, il y a quand même une hiérarchie en fait. On va apposer des instruments, alors que dans la série, j'ai l'impression qu'il y a un orchestre. Il n'y a pas forcément de chant, par exemple, tout seul, ou de cuivres qui vont d'un coup s'écrier, etc. C'est plus une continuité, on va dire, je trouve, à part quelques motifs, comme tu disais tout à l'heure, William, sur l'aspect un peu orientalisant, mais à part ça, j'ai pas noté. Voilà. Merci. Oui. Ouais, c'est la musique. Ouais, non, la flûte, c'est la flûte irlandaise d'ailleurs qui est utilisée pour les. Et donc, tu vois, il y a un côté champêtre, hein, parce qu'il y a l'imagerie de l'Irlande, c'est vert et tout. Donc, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un choix, il y a des choix qui sont des choix artistiques très réfléchis en fait, hein, dans la trilogie filmique, la première de Peter Jackson, qu'on n'a pas dans la série, quoi. Sincèrement, il n'y a pas ce travail-là qui est fait, quoi, en fait. Hein. Voilà, quoi. Très bien. Je vous propose de prendre la dernière question que je vais reformuler parce qu'elle est formulée de manière assez amusante, mais je vais la formuler de manière non polémique. Que pensez-vous, et Emma a parlé à plusieurs reprises de la construction des personnages, en parlant de la psychologie, mais on peut aussi parler de la cohérence des personnages. Que pensez-vous, bon, on va un peu spoiler, mais en même temps, je pense que les personnes qui sont là ont vu la série, qui sont présentes ont vu la série. Que pensez-vous de la construction du personnage de Sauron dans la série, de son attitude qui consiste à se faire prier apparemment à tous les moments clés de la série sur la nécessité pour lui d'endosser le rôle qui est le sien, qui lui revient, etc. Que pensez-vous de sa logique, de la cohérence du personnage? Est-ce que ça vous inspire? Moi, non, ouais. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Je voulais dire, je trouve que Sauron, en fait, c'est un peu la faiblesse de Galadriel, la faiblesse d'écriture de Galadriel, dans le sens où quand on a ce passage où Sauron propose à Galadriel de bâtir un royaume ensemble, rien ne nous a laissé penser avant ça que Galadriel avait l'ambition de quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle a l'ambition de trouver Sauron et de le détruire, c'est ce qui la marque, alors qu'on voit que chez Tolkien, c'est ce qu'il disait, que Galadriel voilà, était un peu punie finalement de finir en terre de milieu et vouloir construire un royaume, etc. Du coup, elle était obligée de rester en terre du milieu. Mais là, le fait que Sauron lui propose un royaume, oui, pourquoi pas. Mais c'est un truc, une question qui aurait été posée à n'importe quel du coup agent, on va dire, de la série. Et je trouve que c'est pour ça que Sauron n'a pas ce rôle de charmeur, on va dire, parce qu'il ne reflète pas les ambitions des personnages, alors que c'est plutôt, je trouve que l'anneau finalement a cet esprit-là dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est-à-dire que Boromir par exemple veut l'anneau pour sauver son peuple, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il y a ce repli chez Frodon, etc. Donc c'est par Sauron qui ressortent, mais là Sauron n'est pas capable, je trouve, de faire ressortir les parts sombres de qui que ce soit, alors qu'il aurait pu y avoir un jeu avec Numénor justement, cette volonté de garder la cité à flot, etc. Et Sauron aurait pu jouer un rôle quelque part. Galadriel, voilà, pareil. Pareil chez du coup Celebrimbor, le fait de forger des anneaux aussi, mais finalement il est là, il est en fond, mais il n'a pas d'éléments qui persuadent qui que ce soit de faire quelque chose à l'encontre du bon. Finalement, le mauvais, je trouve, le mal n'a pas de valeur en soi. Bon, Sauron est rhabillé pour l'hiver. D'autres réactions? Moi, je trouve que c'est. Alors là, peut-être après, là, c'est un point de vue qui est intéressant en termes scénaristiques, d'écriture et tout. Après, moi, en termes plus général, je trouve que c'est intéressant
C'est peut-être un des trucs les plus intéressants pour moi dans la série. C'est pas un jugement esthétique, hein, c'est juste, ça m'intéresse en tant qu'analyste, en fait. Voilà, donc, parce que il y a un développement c'est quelque chose de plus en plus récurrent là dans les univers de fantasy. Et même plus largement en fait de personnages gris en fait voilà donc de personnages en fait voilà ambigus. On a la même chose d'ailleurs avec Hadar. Je trouve que ça c'était intéressant. Là le personnage d'Hadar en fait qui dit voilà je suis pas un orc, je suis un Uruk et tout voilà et en fait je suis un elfe qui était pervers enfin qui est passé du côté de Morgoth et tout voilà. Il y a un truc vraiment intéressant qui est fait et là je pense que il y a pas mal voilà puis bon c'est voilà, voilà, je trouve qu'il y a des choses voilà, je pense que là ça rejoint des réflexions encore une fois enfin ça rejoint un contexte social politique beaucoup plus large à mon avis. Ça s'inclut vraiment dans l'évolution de la fantaisie voilà et des mondes imaginaires et là-dessus je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça pour le coup c'est quelque chose qui voilà, j'étudierais, Merci. voilà. Je vous propose de conclure la table ronde là-dessus et on voit le suspense est insoutenable. Est-ce que Sauron a été détrôné? Est-ce qu'il préfère l'amour en mer? On en reparlera peut-être lors d'un prochain épisode. Je dirais même plus que nous le saurons plus tard. Nous le saurons plus tard. En tout cas, merci à vous tous les trois pour vos interventions et je repasse la parole aux deux organisateurs. Merci. Merci beaucoup Vincent, merci Emma Save, merci William Blanc et merci Laura Martin-Gomez pour ces interventions brillantes. Merci à toutes et à tous pour vos réactions dans le chat et pour les questions. J'en profite pour terminer cette session. Alors c'est le moment où vous pouvez prendre vos agendas pour programmer la suite parce que je vais avoir quelques événements à vous évoquer. Donc, bien entendu, notre séminaire médiévalisme en série se poursuivra pour une 3e session le samedi 18 mars. A priori, on va rester sur le créneau, on va revenir sur le créneau du matin. Voilà, donc entre 9h et midi et demi, on va s'éloigner un petit peu de ces gros monstres sériels qui étaient House of the Dragon et The Rings of Power pour parler des autres séries, car oui, il y a d'autres séries, peut-être avec moins de milliards de dollars, mais beaucoup de choses à dire également. Donc voilà, on parlera d'un autre Moyen-Âge pour d'autres séries, en tout cas sous la forme d'une question. Donc ça, c'est pour la suite du séminaire.